Si Molembé reste sans gloire, il a le culte des aïeux, souvenir pieux laissé de ses vieux. Ces quelques mots, écrits par le curé Georges Delmotte, sont repris de l'hymne local molembésien. Ils s'inscrivent parfaitement dans la démarche de ce reportage. Nous avons voulu donner la parole à quelques-uns de ceux qui gardent précieusement en mémoire les récits au quotidien d'un temps révolu. Laissez-vous emmener sur les sentiers bucoliques du Molembé d'autrefois. Bruxelles, 13 juin 1836. Léopold, roi des Belges, à tous présents et à venir, salut. Article unique. Les villages de Celles et Molembé, dont la réunion forme actuellement la commune de Celles-Molembé, province du Hainaut, formeront deux communes séparées. Voilà plusieurs années que le débat perdure. En 1832, plus de 200 habitants déposaient une pétition auprès de la Chambre des représentants afin de réclamer l'indépendance de Molembé. La différence de caractère, de mœurs et d'intérêt divise ces deux parties de la commune plus encore que l'état des lieux. Nous apprend l'illustre pétition. Qui dit commune, dit église. En 1847, les Molembésiens entreprennent la construction de leur propre église. Jean-Paul Delbecq nous raconte. Elle a été construite par les paroissiens eux-mêmes. Ils ont été chercher la terre un peu plus loin. Ils ont cuit 500 000 briques. Et ces briques ont servi à créer, à construire l'église telle que nous la voyons aujourd'hui. Donc ils savaient créer un four. Et puis ils transportaient les briques à la brouette ou quoi. Et puis voilà. Maintenant, je ne vais pas entrer trop dans le détail parce que j'imagine que 2 années pour faire une église, c'est quand même pas beaucoup, surtout à cette époque. Je ne sais pas, mais enfin c'est ce que l'histoire nous raconte, quoi. Comme indiqué dans le projet de loi visant à faire de Molembé une entité indépendante, le village possède toutes les conditions requises pour former une commune indépendante. Une agglomération considérable de maisons, un grand nombre de fermiers, de cultivateurs, de propriétaires, une église et un cimetière. Mais pas seulement. Henri Minet se souvient de la diversité des métiers avant la guerre. Après, il y a le boulanger. Il y avait un meunier aussi à Molembé ici. Un meunier, évidemment, il fallait de la farine. Donc, il fallait moudre le grain. Et il y avait 2 boulangers, 2 bouchers, il y avait 5 ou 6 magasins d'alimentation, il y avait 2 cordonniers, il y avait un marchand de chaussures, il y avait tout. Il y avait tout. J'en oublie encore, mais le marchand de vélo, là, qui avait un atelier. Ben, tout le monde roulait en vélo pendant la guerre. Ah oui. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'école communale, donc c'était avant-guerre, on jouait, on était à la cour d'éducation, on entendait un bruit de moteur, on arrêtait de jouer, on allait voir la voiture passer, hein, c'était un événement. Ah oui, parce qu'il n'y a eu qu'une seule voiture au début, ici c'était la Baronne. C'est elle qui a eu la première voiture à Molembé. Ah oui, une voiture c'était un grand luxe, hein. Ah bien sûr. Alors que le bruit des moteurs remplace l'écho des sabots sur les pavés, la Belgique s'inquiète de l'attitude de sa voisine allemande. L'Europe se prépare à la guerre. Donc les Allemands déclarent la guerre à la Belgique. Depuis les troupes anglaises et françaises sont arrivées tout de suite, et j'ai été les voir passer là, à la chaussée de René. Et alors, là aussi j'ai un mauvais souvenir parce que un avion allemand est arrivé et a commencé à mitrailler la colonne anglaise. J'ai eu tout le temps avec ma sœur de me mettre dans le fossé et puis on est revenu dardard. Oh là là. Ah oui, il y a eu même un Anglais qui était tué là sur la chaussée de René, tué par une balle d'avion. Donc j'avais 14 ans à la déclaration, mais 18 ans à la libération, donc je me rappelle bien cette période. Hein. Oui. Ah, ça, ce sont des souvenirs qu'on n'oublie pas. Hein. Ah oui. Ça marque quand même une vie, la guerre. Hein.
J'ai vu pas mal de morts pendant l'évacuation. Là, j'ai vu des tableaux incroyables. Les gens avec des charrettes, des voitures d'enfants. Ils avaient faim. Les personnes âgées qu'on mettait sur les charrettes comme ça. Oh là là là. C'était triste. Mon père qui avait un camion et une voiture, en 1939 donc, c'est ça. Il a démonté la voiture en petits morceaux, ce qui était possible à l'époque, et l'a monté au-dessus du grenier du patron. À l'échelle, mais enfin, c'est possible. Les Allemands ne l'ont jamais trouvé, enfin, c'est qu'il n'avait pas été dénoncé. Et donc la guerre terminée, il n'y a plus la récupérer quand les Allemands étaient partis. Et la revendre quand même à bon prix, puisqu'il n'y avait pas de véhicule disponible à l'époque. Donc c'était vraiment la bonne opération, mais enfin il fallait faire. Tandis que le camion, ça les Allemands avaient certainement eu un indice, un petit camion évidemment. Et là, ils l'avaient piqué. Septembre 1944, les Alliés entrent dans le pays et libèrent Tournai. Des troupes canadiennes s'arrêtent à Molenbeek. À la libération, oui, sont les Canadiens qui sont arrivés ici, venant d'Erin, sont arrivés. Ils logeaient beaucoup au château, ils avaient mis des tentes dans le parc là, pour loger. Ils ne logeaient pas chez l'habitant, pas comme les Allemands. Les Allemands logeaient chez l'habitant avant de faire le baraquement. Mais bon, l'entente était bonne évidemment. Hein. Les Canadiens parlent français, donc ça va. Moi j'avais une sœur, il y avait 2 Canadiens qui arrivaient à la ferme 10 fois par jour. Hein. Ah ouais, là, il y avait 2 Canadiens qui couraient après. Et mon père a dit, ça suffit là. Ah. La guerre est finie. Entre-temps, l'église a recommencé à rythmer les journées. Le clocher a retrouvé ses cloches. Les cloches de Molenbeek ont été prises par les Allemands, c'est juste, pour faire des canons, ça, je ne sais pas, dans tous les villages. Et après la guerre, on a remis une cloche. Oui, c'était la firme Michels de Tournai qui fabriquait des cloches. Ils ont eu du travail après la guerre, parce qu'il manquait des cloches partout. Ah oui, les Allemands avaient tout pris. Il n'y a pas si longtemps, les célébrations religieuses rythmaient la vie sociale molenbézienne. Et certains dimanches étaient plus particuliers que d'autres. Sur le parvis de l'église, on entendait alors ceci. Vous avez appris la nouvelle? Oui, le château est de retour. La famille du château Saint-Antoine, au grand complet, était revenue au village. Et ici, il y avait les chaises personnelles de chacun, tout un chacun. Et au château, il est vrai qu'ils avaient 2 rangées. Et puis, notre curé, l'abbé Lézy, quand il est arrivé en 1960, il a voulu tout bouleverser, tout chambouler. Et donc, les chaises ont été payées par des familles, par la paroisse, par la fabrique d'église, etc. Et on a donc enlevé les chaises disposées appartenant à la famille du château. Et à la messe suivante, les gens se demandaient que vont-ils faire. Eh bien, ils ont été vraiment courtois et délicats. Ils se sont mis un peu en retrait et ils ont regardé ce qu'allaient faire les gens. Et les gens n'ont pas pris possession de ces 2 rangées, les ont laissés, se sont mis aussi. Et c'était l'époque où on participait activement à la messe. Chaque dimanche, tout le monde venait à la messe, sinon c'était gros péché. Et, voilà. Et donc, après, ils ont récupéré, puisque personne ne prenait possession de leur rangée. Ils sont revenus s'installer, et puis tout a repris, la vie a repris comme avant. La vie au village, c'était aussi les grandes festivités. Après la messe, le curé prenait également part à la fête. Et le curé qui habitait à la cure, l'abbé Lézy, un bien brave homme entre autres, mais qui aimait bien un verre quand même, était évidemment des festivités. Il n'avait que la route à traverser, mais vers 6h, 6h30, il a commencé quand même à sentir qu'il était temps qu'il traverse la route pour rentrer chez lui, parce que sinon, il n'aurait plus su. Il a traversé la route, il s'est couché dans un fauteuil, je présume. Il a vu passer l'heure et la messe avait lieu
tous les jours à 7h30 le matin. Soudain coup, il a ouvert un œil, 7h05. Il a cru qu'il avait passé la nuit et que c'était la messe à 7h. Donc il a retraversé la route en courant. Il est parti à l'église, allumer les cloches. Il est allé à la sacristie, il s'est habillé, en pensant qu'il était le matin. Or, c'était le soir. Il a sonné la cloche. Et alors mon oncle, boucher ici à côté, est venu passer sa tête à la porte. Et quand il a vu qu'il allait dire la messe, il est allé le voir. Il dit, monsieur le curé, qu'est-ce que vous faites? Mais je vais dire la messe, Camille. Et alors il dit, monsieur le curé, mais il est 7h30 le soir. Oh mon Dieu, je me suis trompé. Bon, voilà, il est rentré. Et alors le dimanche suivant, parce qu'on parlait tantôt de la chair de vérité, c'est ça qui m'a fait penser, il a fait un sermon sur le péché. Et il a dit, votre serviteur est le premier pécheur. Parce que les gens, il l'avaient raconté, ils le savaient. Voilà. Ça s'est passé ainsi, mais enfin c'était un bien brave homme. À Molambé, on a le sens de la fête. Championnat de balle pelote, kermesse, bal de fin de procession, les occasions ne manquent pas. Au village, si vous voulez, il y avait quoi? Il y avait le football, le jeu de balle et la musique, les fanfares. On avait trois possibilités, il n'y avait pas les loisirs qu'on a maintenant. Il y avait la fameuse Fancy Fair de Molambé. La Fancy Fair, donc, dont les deniers servaient à toutes les sociétés. Principalement, je pense que c'était le patron de Molambé qui organisait la Fancy Fair avec, moi j'ai connu l'abbé Lézy, le curé Lézy. La Fancy Fair, elle se faisait avec la bonté des gens du château, dans l'enceinte du château. Vous imaginez une belle Fancy Fair dans ce château, avec un chapiteau sur la pelouse, avec des vedettes qui sont venues, Claude Barzotti est venu ici chanter, je me souviens. Et ça amenait du monde et c'était l'événement de Molambé, en effet. Monsieur le comte était président d'honneur de la fanfare, président d'honneur du football. Alors à ce titre, on le voyait parce qu'il avait un petit tracteur et c'était lui qui, en blazer et mocassin, cravate, tondait le terrain de football. Une fois de temps en temps, on le voyait. Et au niveau de la fanfare, il accompagnait la fanfare un peu partout où il allait, mais alors quand il y avait un mariage, puisqu'ils ont eu 4 filles, il y a eu 4 mariages et 4 grandes fêtes dans un chapiteau dressé dans la cour. Les villageois participaient à la messe, puis participaient au bal d'honneur. Et puis monsieur le comte était souvent en retard pour rejoindre la soirée parce qu'il restait avec les gens, quoi. Et donc, oui, il fallait une fois qu'il était parti, c'était difficile de l'arrêter, quoi. De quoi pouvait bien parler monsieur le comte avec les gens du village? Peut-être du dernier match de foot de l'équipe de Molambé? Le premier club a été fondé en 26, jusque 40. Là, ça s'est arrêté. Et puis, moi, j'ai refondé le club avec quelques amis, on était plusieurs, en 48. Ouais. Et voilà, ça a démarré comme ça. On n'avait que des joueurs du village. On était 11 copains, on s'amusait bien. On n'avait pas l'ambition de monter en division supérieure. Se se réunissait le dimanche. Étant gamin, donc dans les années 60, je venais voir le football club Molambé, qui, bien sûr, à l'époque, ne jouait pas sur cette magnifique pelouse où on est ici. En effet, on jouait à l'époque sur une prairie aux abords de la rue du Ruisseau. Jusqu'au jour où Marcel Delbecq, père de Jean-Paul, proposa une alternative. Et un jour, à l'approche des élections, il s'est un peu attardé, après la messe, avec les fermiers au café habituel. Et il est revenu dîner un peu plus tardivement et il a dit à maman, j'ai donné le champ de la place pour faire un terrain de football. Bon. Maman n'était pas ravie, on était 4 enfants, la ferme n'était pas grande et au sein du comité du foot, il y avait plein de fermiers. Mais bon, voilà. C'était lui qui avait le champ, soi-disant, le plus près du centre de l'église. Et c'est comme ça que le terrain de football est né. À chaque grand événement, les mélodies joyeuses de la fanfare Saint-Guilain résonnaient dans les rues. Les musiciens se rassemblaient dans le café Mon Village
pour leur répétition. Et puis dans le comptoir, il y avait aussi Rosalie qui restait pour servir ses pintes à l'entracte. Il y avait un entracte. Et puis Rosalie était toujours assez fatiguée. Donc à tout moment, elle s'endormait. Quand c'était piano, elle s'endormait. Puis s'il y avait un forté ou un double forté, on la voyait bondir dans son comptoir parce que c'était où on jouait trop fort. Mais enfin, dans un café, c'était comme ça. Donc, et en plus de ça, la fanfare sortait à la Sainte-Cécile. Elle sortait aussi le 21 juillet, bien sûr. Et alors, il y avait une grande chose aussi à Molenbeek, la procession. La procession, que là, pas trop participaient, les écoles participaient. Il y avait des dames qui portaient la Vierge, il y avait des hommes qui portaient Saint-Guilain. Donc, on partait de l'église. On remontait dans la ruelle, il y avait des gens qui mettaient une sorte de petite chapelle, qui installaient la Vierge ou quoi que ce soit. Il y avait un arrêt, on jouait au chant, et puis le curé faisait le tam-toum ergo, enfin bref, je me souviens, on passait dans la ruelle, et alors quand il faisait bon, de nouveau les propriétaires du château nous permettaient d'entrer dans le château. Donc on allait dans les allées, toujours en musique, on arrivait sur le perron, où là aussi il y avait installé une sorte de petite, l'hôtel, avec le Saint-Sacrement, et puis voilà, il y avait le Saint-Sacrement qui était présenté aux personnes, puis il y avait la musique également, la brabançonne pour finir, et puis de temps en temps, il y a encore le monsieur le curé qui disait « vous venez à la cure et je vous offre le verre de l'amitié », donc les sorties, et il y avait bien sûr le 11 novembre aussi, donc la musique était aussi très très présente au niveau du village, ça c'est sûr. Molenbeek. Ce village témoigne d'un riche passé qui a été nourri de petites et de grandes histoires. Au gré des récits captivants livrés par nos 4 intervenants, nous avons voyagé à travers le temps. Les nombreuses archives consultées nous ont permis de relater l'indépendance du hameau de Molenbeek, la construction de l'église, mais aussi le récit local de la Deuxième Guerre mondiale, puis de la Libération. Après ces événements marquants, Molenbeek a perpétué son esprit d'initiative. Les témoignages recueillis ont offert un regard unique sur les activités sportives, religieuses et festives qui ont fait l'identité de notre village. Aujourd'hui, comme hier, Molenbeek n'a pas oublié le sens de la fête. Le célèbre Gymkhana, la kermesse du village, le Patro Saint-Guilain ou le club de football mériteraient un reportage à eux seuls. En attendant, nous avons eu à cœur de partager ces petites histoires du quotidien qui font les racines de notre patelin. Qu'elles puissent continuer à nous faire sourire et à nous inspirer.